dernière à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui était assez volontariste pour obliger les médecins à aller dans des zones où on a besoin d'eux. Et naturellement, la nouvelle majorité a retoqué cela. Et la ministre de la Santé, ce qu'elle approuvait avant, oui, Monsieur Morin, tout à fait. La ministre de la Santé lance une concertation sur le sujet, mais avant même de lancer la concertation, pour ne fâcher personne, elle dit « mais naturellement, on n'envisagera même pas la possibilité d'avoir des mesures qui soient autres qu'incitatives ». C'est-à-dire on réfléchit, mais déjà, on s'interdit de réfléchir à ce qui pourrait fâcher le lobby des médecins qui est extrêmement puissant dans ce pays. Je voudrais vous dire sur ce sujet simplement qu'on a créé un groupe de travail au Sénat qui rendra ses conclusions à la fin janvier en ne s'interdisant aucune piste. Et on était la semaine dernière en Allemagne où depuis 20 ans, 25 ans, ils ont mis un système de régulation qui est accepté par tout le monde. Et qui est très efficace. Qui est très efficace, où les médecins vont certes là où ils veulent, mais s'ils vont dans un secteur où il y a déjà surmédicalisation, eh bien, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conventionnement. Pourquoi ne pas imaginer cela en France? Et pourquoi, d'entrée de jeu, s'interdire même d'y réfléchir? Autre sujet qui est extrêmement important et de même niveau pour moi en ce qui concerne les territoires, c'est la couverture numérique. Chacun sait bien dans cette salle qu'il y a malheureusement encore des déserts numériques, c'est-à-dire des territoires où on n'a pas de téléphonie mobile, des territoires où on n'a pas de haut débit et où on n'est pas prêt d'avoir du très haut débit. Et ça n'est pas parce que M. Hollande a promis le très haut débit pour tous à 10 ans qu'on l'aura. Pour l'instant, c'est des débits d'impôts surtout. Oui, tout à fait. Pour l'instant... Pour l'instant, on est dans l'incantatoire. Et là aussi, les socialistes qui soutenaient les initiatives qui étaient prises dans la matière lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont notamment soutenu la proposition de loi que nous avons fait adopter au mois de février au Sénat. Et bien maintenant que les socialistes sont majoritaires, ils ont rejeté la semaine dernière la même proposition de loi qui est arrivée à l'Assemblée nationale. Et quand on entend aujourd'hui les arguments des socialistes et notamment de la ministre en charge du dossier, on voit qu'à son tour, comme ses prédécesseurs, elle cède au lobby des opérateurs. Et je peux vous dire aujourd'hui que malheureusement, les objectifs fixés par le président de la République en matière de très haut débit ne seront pas tenus parce qu'on est dans un système où on a laissé les opérateurs qui sont des entreprises privées totalement décider de tout. Et comme ce sont des entreprises privées et on ne peut pas les en blâmer, elles vont uniquement là où c'est rentable. Donc nos territoires aujourd'hui ont encore pour un grand nombre d'entre eux des problèmes de haut débit et auront des problèmes encore plus nets en matière de très haut débit parce que, encore une fois, le gouvernement s'est totalement désintéressé du sujet. Alors là où il y a des départements dynamiques, comme dans le Calvados, ça va pouvoir se combler, mais là où ça n'est pas le cas, il y aura ce problème. Et donc on va, et c'est très grave pour nos territoires, on va vers une très grande inégalité entre les territoires, avec d'un côté des territoires dynamiques qui auront su mettre en place des politiques, notamment pour assurer cette couverture numérique des territoires, et d'autres territoires où il n'y a pas cette dynamique, et où on aura donc un fossé qui ne fera que se creuser. Et je pense que c'est extrêmement grave pour nos territoires, parce qu'on parle de territoires ce matin, on parle de l'organisation des territoires, mais s'il n'y a pas une dynamique économique des territoires, ce n'est pas ça qui rendra nos territoires attractifs. Bien entendu. Voilà, Merci. cher Jean-Marie, ce que je voulais dire en essayant de ne pas être trop long. Ça a été remarquablement encadré, tout ça. Alors, Monsieur Rudissal. Voilà, voilà. Oui. Rudy, t'as dispersé ta famille dans la salle, là, ou quoi? Charmant. Je voulais dire tout le monde pensait que c'était un congrès de travail et maintenant c'est un rassemblement d'alcooliques anonymes. Je comprends. Vraiment. Allez, Rudy. Voilà, je voulais dire d'abord que je crois que la décentralisation chez nous n'a pas été prise au sérieux dès le départ. J'avais été frappé de lire dans la presse il y a quelques années, 2-3 ans, la confession d'un haut fonctionnaire qui avait été chargé, qui était à l'époque un tout jeune haut fonctionnaire, qui avait été chargé au cœur de l'été de redécouper la France en régions. Et on lui avait dit, découpez-nous la France. Et le type arrivait, jeune haut fonctionnaire, il s'est fait un dessin et il a découpé la France. Il a notamment coupé la Normandie en deux, en particulier. Il a fait Provençal, Côte d'Azur et Corse à l'époque, etc., sans tenir compte des réalités, sans aucune concertation, sans rien du tout. Mais il fallait redécouper le pays et ça s'est fait de façon totalement arbitraire, sans prendre en compte, effectivement, les nécessités de découpage du pays. Ensuite, je crois qu'il y a eu une autre erreur, c'est de fixer les capitales de région dans les villes les plus importantes de ces régions. Je pense qu'il aurait été intelligent de s'inspirer du système américain
et d'implanter les capitales administratives plutôt dans des villes moyennes et plutôt au centre de ces régions, de façon à pouvoir équilibrer ensuite l'ensemble des villes de la région. Moi, je prends l'exemple de ma région. Eh bien, Marseille, deuxième ville de France, Nice, cinquième ville de France, nous ne sommes pas capitale de région, eh bien, les crédits s'arrêtent à Marseille depuis toujours. Et quelles que soient les majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche, les crédits s'arrêtent à Marseille. Et si la capitale avait été à Draguignan, par exemple, eh bien, non, mais je prends cette ville comme par hasard, mais totalement par hasard, mais évidemment, les choses auraient été totalement différentes. Je vais maintenant, si vous voulez, revenir à d'autres considérations plus actuelles. On a parlé tout à l'heure des métropoles, et il se trouve qu'il n'y a qu'une métropole en France, c'est la ville de Nice. C'est la métropole niçoise. Et donc nous faisons cette expérience depuis maintenant le début de l'année. Nice a été probablement une des villes qui a connu le plus grand retard pour l'intercommunalité. La ville effrayait les villes autour, qui avaient peur de se marier, et donc on a mis très longtemps à créer d'abord une communauté d'agglomération, puis une communauté urbaine. Ça a été très difficile. On a été du coup la dernière communauté urbaine créée en France, et maintenant on est la première métropole créée. Alors ceci évidemment a été rendu possible, pourquoi ? Pour des raisons strictement politiques, parce qu'il y avait dans notre département une unité politique qui permettait cette avancée. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'autres besoins métropolitains. C'est nécessaire à Marseille, c'est nécessaire à Toulouse, c'est nécessaire à Strasbourg, c'est nécessaire dans un certain nombre de grandes agglomérations françaises, à Lyon et ailleurs, mais il n'y a pas aujourd'hui les conditions politiques pour pouvoir avancer. Et ça, je crois que c'est un vrai problème français. C'est là peut-être où l'État devrait pouvoir intervenir pour pouvoir arriver à pousser. C'est ce qui a permis d'ailleurs la loi de décentralisation qui a été faite par Chevènement, qui a plutôt bien marché. Pourquoi ? Et qui a créé les intercommunalités. Parce qu'il y avait la carotte et le bâton, et que si on n'allait pas dans l'intercommunalité, eh bien, on perdait beaucoup d'argent, et finalement, tout le monde s'est engouffré. Alors que toutes les tentatives d'intercommunalité avaient échoué jusque-là. Il faut reconnaître au moins les mérites de cette loi. Mais il faut bien voir que dans un département comme le mien, évidemment, aujourd'hui, la métropole niçoise représente à peu près la moitié du département des Alpes-Maritimes. Et comme nous sommes un département très urbain, on pourrait même dire que la métropole pourrait s'étendre sur l'ensemble du département. Elle va de où à où ta métropole? Alors, Rudy, elle va de Nice jusqu'aux stations du Mercantour, les stations de sport d'hiver, et elle va de la frontière de Monaco jusqu'à Cannes-sur-Mer. Voilà. Y compris. Mais donc ça fait aujourd'hui une métropole de 600 000 habitants, là où nous pourrions en avoir 1 million, puisqu'effectivement nous avons un cordon urbain qui va de la frontière italienne jusqu'au département du Var, qui englobe Antibes, Cannes, Grasse, etc. Mais là, il y a des résistances politiques qui empêchent la réalisation de cette intercommunalité beaucoup plus ambitieuse. Et je pense que ce qu'il faut arriver à faire, parce que la réflexion que nous pouvons avoir dans un département comme les Alpes-Maritimes n'est pas la réflexion qu'on peut avoir dans d'autres départements plus ruraux. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à un système à la carte, parce qu'il y a des départements dans lesquels le département pourrait être remplacé par la métropolisation, et je pense que d'autres départements méritent de rester, parce qu'il y a là une proximité vis-à-vis des problèmes qui doivent se régler, et que le département est là de temps en temps pour fédérer un certain nombre d'énergies de collectivités beaucoup moins importantes. En tout cas, ce que je vois dans la métropole aujourd'hui, qui réunit 47 communes avec des maires de communes grandes, moyennes et toutes petites, eh bien, ça crée une solidarité qui n'existait pas. Et aujourd'hui, un certain nombre de maires, notamment de petites communes qui se sentaient seuls et isolés, se retrouvent dans une collectivité plus importante dans laquelle ils peuvent mieux régler leurs problèmes. Reste un problème qui continue de se poser dans ces ensembles plus vastes, c'est comment bien régler les problèmes de très grande proximité. Le problème de voirie de proximité reste encore un problème non vraiment réglé dans le cadre d'une collectivité aussi grande, mais ça, je pense qu'on y parviendra assez rapidement. Dernier exemple, et ça c'est très important au niveau des transports, dans la métropole niçoise, on a mutualisé les transports avec le département et on est arrivé à une desserte de transport en commun à 1 € pour tout le département, ce qui est évidemment quelque chose qui a fait augmenter dans des proportions considérables les transports publics et qui a fait baisser de 20% la circulation automobile à Nice. Merci à toi, Rudy. Monsieur Yvan Lachaud.
maire adjoint de Nîmes, ancien président du groupe à l'Assemblée auquel Philippe Vigier a succédé. Et pour le reste, nous t'écoutons. Bien, écoutez, lorsqu'on a préparé ce congrès, on m'a dit territoire, etc., etc. J'ai dit, je veux parler de sécurité. On m'a dit, il n'y aura pas la place. Alors j'ai trouvé le lien. Jusque-là, c'est pas, pas moi qui suis en cause. Inégalité des territoires, je vais vous donner un bon exemple. Ah, mais écoutez, sur le territoire français, l'insécurité est inégalement répartie sur le territoire français. Voilà. Nous devons nous préoccuper de ces sujets-là. Et j'en parle ici à Valence. Il y a peu de temps, j'étais avec Patrick Labonne ici. On a fait une soirée sur la sécurité et la délinquance ici même. Et on voit très bien que même à Valence, ces sujets-là sont patents. Moi, il n'y a plus qu'un titre sous mon nom, parce que 10 ans de parlementaire, j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir tapé plus sur la table pour dire il y a des parties dans notre pays aujourd'hui où on ne peut plus vivre normalement. Voilà. Et ceci nous pète à la figure. Et ceci nous pète à la figure dans le sud de la France. S'il y a eu 23 triangulaires dans le sud de la France, ne cherchez pas plus loin. Et je crois que nous devons, nous, ne pas laisser ce sujet-là à d'autres partis politiques. Et je souhaite, et je l'ai dit plusieurs fois à Hervé, je l'ai dit plusieurs fois à d'autres députés qui sont ici présents, je souhaite que nous soyons au sein de l'UDI celles et ceux qui portions ces sujets-là. Parce que sur ce thème de l'insécurité ou de la délinquance, je vais en dire un mot, nous avons, nous, un discours qui est fort différent des discours démagogues et polluants du Front National. Voilà. Et c'est par ceci que nous arriverons. C'est en prenant ce sujet à bras-le-corps que nous arriverons à reséduire une jeunesse, et je sais de quoi je parle, qui aujourd'hui n'a plus rien à foutre de nos discours, de nous, partis démocrates de droite ou de gauche, tant qu'on n'aura pas répondu à leurs problématiques. Leur problématique, c'est la protection de nos concitoyens. C'est-à-dire permettre aux hommes et aux femmes, alors ceux qui habitent dans l'Eure ou dans la Creuse, ils doivent se dire celui-là il est fou, d'accord? Parce que vous ne vivez pas nécessairement la même chose. Mais je parle ici devant des élus du sud de la France. Nous vivons aujourd'hui l'impossibilité de vivre sur nos territoires, et ça devient tellement important que les hommes et les femmes, les chefs d'entreprise s'en vont parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et parce que le pouvoir régalien de l'État aujourd'hui ne s'applique plus. Alors oui, peut-être qu'il faut regarder, au niveau du pouvoir du maire, il faut regarder le lien entre police municipale et police nationale. Il faut regarder le lien zone de gendarmerie, zone de police, qui veut plus souvent ne rien dire dans nos départements. Lorsque sur eux, à la limite de la ville, c'est plus du tout la même. Heureusement, il y a eu des rapprochements entre gendarmerie et police, mais on est encore loin du but. Nous devons être ceux qui portons un discours fort sur, la délinquance des mineurs. Qui d'autre que nous peut parler d'éducation, aussi bien que nous d'éducation? C'est-à-dire que dans l'éducation, il y a la sanction. Et aujourd'hui, nous avons sur nos territoires des jeunes qui commettent des délits dans l'impunité la plus totale. Et ce n'est pas Madame Taubira qui va nous arranger ça lorsqu'on entend ces discours. Nous devons dire que pour nous, la prison, c'est un échec. Mais pour éviter la prison, il faut remettre ces jeunes délinquants dans le droit chemin lorsqu'ils commettent leur premier délit. Nous ne devons pas employer les termes du Front National, ni l'idée de dire tout le monde en prison, on n'en veut pas, ou à la mer. Nous devons rééduquer ces jeunes-là, et c'est de notre responsabilité. Nous devons dire que les jeunes décrocheurs de l'éducation nationale, il ne faut pas les laisser décrocher 15 jours de plus. Sinon, ça y est, ce sont des délinquants, ils deviennent des dealers. Nous devons, nous préoccuper de ceci. Et je souhaite que notre parti travaille là-dessus, fasse des propositions là-dessus, et que nos parlementaires portent ces sujets-là avec force et conviction. Nous devons, nous, séduire celles et ceux qui nous échappent. Et je le dis devant des parlementaires UMP, vous le savez, vous êtes confrontés à ce sujet-là intramuros aujourd'hui. Et c'est une partie de ce qui vous a fait exploser d'ailleurs. Et vous le savez pertinemment, entre le discours des uns et des autres. Nous devons nous retrouver, en humanistes que nous sommes, pour traiter ces sujets-là. Ils sont, et je vous le dis, à vous tous, ce que nous vivons dans un certain nombre de villes du Sud, si nous ne réglons pas ces problèmes-là, vous les vivrez tous demain dans le pays, parce que ça nous aura échappé, ça nous aura pété à la figure. Je souhaite vraiment qu'on acte
aujourd'hui dans notre congrès que nous devons nous préoccuper de ces sujets-là et faire des propositions humanistes. Merci. Merci d'avoir reprécisé un des points vraiment extrêmement dangereux qui menace l'équilibre démocratique de notre pays, il faut le dire carrément à terme. C'est de ça qu'il s'agit. Le nouveau centre avait d'ailleurs commencé déjà il y a 2 ans dans l'équipe avec Philippe Vigier et François-Xavier Priolo que nous formions à regarder la question de l'immigration et la question de l'intégration. Pour la question de l'intégration, tu as tout dit. Pour la question de l'immigration, je vous reporte, c'est dans les textes que nous avons, qui sont issus de nos actes d'ailleurs, chers amis. Je vous prie, regardez vraiment de façon dépassionnée l'exemple canadien que nous avons mis à la portée de tout le monde dans nos assises, nos tables rondes pour préparer le projet autour de la candidature d'Hervé en son temps. Ce pays manque absolument de courage sur ce sujet et pour le dépassionner, il y a un certain nombre de recettes. Le Canada les a mises en chantier. Vous allez voir l'ambassade du Canada à Paris. Le deuxième poste, c'est le poste du ministre conseiller qui règle toutes ces questions très longtemps en amont dans la responsabilité respective de l'immigré et d'autre part de l'État ou de la province. C'est exactement la question que nous avons à traiter et à intériorer. Il ne faut pas la laisser s'en aller parce que, comme tu le dis, on voit très bien que ceux qui font commerce sur cette affaire, évidemment, ils ont un intérêt électoral, derrière lequel intérêt électoral il y a la volonté de gouverner. Et derrière la volonté de gouverner, ce sera quoi la méthode? La violence. Et ça ne pourra pas se permettre de conserver un équilibre démocratique. On le sait très bien, regardez ce qui se passe en Hongrie en ce moment. Et vous serez tout à fait rassurés sur la réalité de ce que dit Yvan et ce que je me permets, excuse-moi Yvan, de compléter. Mademoiselle Véronique Ablin, c'est votre tour. Merci. Moi, je voulais témoigner sur 2 points. Le premier, Jean, tu disais que les préfets ne servaient à rien. Nous, on aurait préféré qu'ils servent à rien, parce qu'en moins, ils ne nous auraient pas cassé les pieds. Donc, on aurait vraiment préféré. C'est-à-dire que, pour situer un peu le contexte, moi, je suis directrice de cabinet de la ville et de l'agglo de Châtellerault et conseillère régionale. Et chez nous, il y a quelques temps, alors Poitou-Charentes, hein, je ne vous fais pas de dessin, avant les tweets, avant La Rochelle, avant ces trucs sympathiques, il y avait 8 mois avant les élections régionales, parce que c'est encore meilleur. Une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, New Fabrice, est menacée de se casser la figure en pleine crise de l'auto, alors que nous, le bassin est dépend majoritairement des entreprises de l'auto. Un gentil délégué syndical qui menace tous les 4 matins avec des bonbonnes de gaz, et Édith Cresson qui donne des leçons d'économie, et Ségolène Royal en tête de pont qui sauve le monde. Je vous la fais courte, mais je ne pense pas trop trahir ce qui s'est passé. Donc voilà, une ambiance sympathique, les syndicalistes tous les 4 matins dans les bureaux, et d'ailleurs le délégué syndical qui finit sur la liste de Madame Royal. Et là, on a une solution. En même temps, une entreprise veut s'installer, et qui n'a rien à voir avec l'industrie automobile, veut s'installer sur le bassin. Pas de foncier prêt, pas de foncier prêt. Le seul moyen, c'est de déplacer un chenil de 500 mètres. Un bout de chenil, estimé par les services techniques à 3 mois. Que nous demande le préfet? Une rose des vents pour vérifier que si jamais un jour ça cramait, les vents ne se déporteraient pas tout à fait sur l'autoroute qui est à 4 km. Le dossier prend 6 mois dans la vue, 8 mois, 1 an, finalement on se débrouille autrement. Vous avez trouvé la rose des vents? Non, on ne l'a pas faite finalement, parce qu'elle ne convenait pas manifestement. On a fait 4, mais déplacée à 500 mètres en plus, donc je ne pense pas que ça modifiait fondamentalement la rose des vents. Donc tout ça pour dire que nous on aurait préféré que le préfet ne serve à rien, parce qu'en fait le sous-préfet a servi à rattraper les bêtises du préfet. Donc il servait à quelque chose lui pour le coup, mais... Voilà. Deuxième sujet, c'est sur la région. Donc, le rôle des régions. Moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut recentrer sur Avec qui êtes-vous d'accord? Avec vous? Parce que, avec Jean Léonce, oui, forcément. Qui dit qu'il faut recentrer les compétences des régions sur les compétences d'aménagement du territoire, les grandes infrastructures, l'économie, la formation. Ça paraît évident. Nous, on est dans une région où on a un investissement de moins de 30 euros par habitant. C'est un des plus bas de tout. Oui. C'est un des plus bas de toute la France. En revanche, par contre, on donne des chèques de 500 euros pour que les chefs d'entreprise s'équipent en TIC.
en nouvelles technologies. Donc on n'a pas d'aménagement numérique, hein, on n'a pas le haut débit, on n'a pas tout ça. Par contre, ils sont contents parce qu'ils ont 500 € pour aménager leur entreprise. Avec ça, ils vont aller loin. En nouvelles technologies. Donc tout ça pour dire que là aussi, il faut prioriser. Ils vont réussir à atteindre Paris, à mon avis. Puis après, les 500 € seront épuisés, non? Même pas. Même pas, oui. Même pas. Là où par contre, moi ce que je constate dans le projet de loi tel qu'il nous a été, les préconisations de l'ARF, on va dire, il demande un renfort des compétences, une reconnaissance de la région comme tête de file sur ces domaines-là. Cela étant dit, quand on a des régions aussi petites que la nôtre, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir réorganiser les régions, et je te rejoins là-dessus, avant de dire on est chef de file sur un domaine comme celui-là, il faut avoir les moyens pour ça. Et Poitou-Charentes, entre l'Aquitaine et l'Île-de-France, autant vous dire que bon... C'est quoi la taille critique dans laquelle vous voudriez être? Je pense qu'il faudrait qu'on puisse être sur des tailles comme pour les circonscriptions européennes. Oui, mais concrètement, bien entendu, ça englobe quoi chez vous? Nous, on est 4 départements. On a la Charente-Maritime, qui est très connue, et les Deux-Sèvres, la Charente et la Vienne. Moi, quand on regarde la carte, son idée est vraiment intéressante parce que les actuelles régions européennes, qui sont quand même des abstractions administratives, un peu, il faut bien le dire, elles ont quand même, du point de vue de la taille économique critique, une certaine réalité. Ça, c'est quand même assez frappant. Oui, puis surtout, pour nous, en tout cas, celle qui nous correspond, c'est l'arc atlantique, quoi. Bien sûr. Donc ça a une logique en plus d'aménagement du territoire, ce qui fait que ça aurait plus de sens. Là où, par contre, je voulais juste témoigner d'une inquiétude, c'est sûr dans le projet de loi, dans le projet présenté par l'ARF, qui n'est pas heureusement le définitif, il est quand même précisé qu'on autoriserait les régions à prendre des parts dans le capital des entreprises sans que le Conseil d'État ne donne son avis. Quand on sait que la région Poitou-Charentes, par exemple, au hasard, a pris des parts dans Euliez pour faire la MIA, qu'on tablait sur 1000 MIA vendus par mois, qu'on est à 270 sur l'année, dont 100 achetés par la région, et les autres aidés avec l'aide de la région. Moi, je me pose sincèrement la question sur l'utilité de cette disposition. Et je pense qu'il faudrait vraiment prévoir des garde-fous parce que sinon ça va être une catastrophe. Et je sais qu'on n'est pas la seule région. En disant ça, mademoiselle, est-ce que vous mettez en cause le principe d'une prise de participation qui peut avoir en Allemagne, par exemple, il y a une légitimité à le faire pour le Land et en plus par une banque régionale, ou est-ce que vous mettez en cause la pertinence de ce choix? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû y aller, non pas parce que le principe est mauvais, mais parce que l'affaire est condamnée. Non, ce que je remets en cause, c'est pas le fait de prendre une part dans le capital, c'est de ne pas avoir pris acte de ce changement dans la mentalité des régions et de n'avoir personne de formé en interne pour faire l'analyse économique qui s'impose. Et là, en l'occurrence, le choix, il était évident. C'est un véhicule électrique qui coûte 19 000 €, qui peut pas faire plus de 50 km sans être rechargé, et encore, vous n'avez ni le chauffage ni la clim. Je veux pas taper dessus, mais un jour, voilà, quoi. Ça veut dire que même Poitiers-Châtellerault, vous pouvez pas le faire, quoi. C'est 34 km. C'est-à-dire que même les élus régionaux, on a le droit de les utiliser, mais on est obligé de prendre des voitures de location. On peut pas, ça sert à rien. Ou alors, faut se brancher, faut prévoir de faire l'aller-retour en 2 jours. Donc, Bon, merci à vous. Conclusion, pardon, François. Conclusion rapide maintenant, parce que nous avons pris beaucoup de retard. Excusez-moi de vous dire ça. Oui, juste d'un mot. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment penser efficacité, et je pense que c'est toujours traumatisant par rapport aux structures existantes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une corruption qui est pire que la corruption classique, qui est par exemple l'irresponsabilité qui fait qu'au niveau local, on multiplie les emplois parce qu'on sait très bien qu'on s'achète une circonscription en créant des emplois aux frais du contribuable. Je pense que de la même façon, pardonnez-moi, mais à un certain niveau de répartition des crédits, on achète aussi, on entretient des sièges de sénateurs, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'à tous les niveaux, l'État soit là, et je pense que c'est la même chose pour Liège, il faut qu'il y ait, un pouvoir au-dessus qui puisse avoir, non pas un droit de décision, mais un droit de veto au moment où l'on s'aperçoit qu'il y a une dérive locale, et le niveau local est le bon niveau de décision, le niveau central est le bon niveau de contrôle, et il faut ne pas croire qu'en laissant tout au niveau local,
on réussira à s'en sortir et surtout, surtout, cesser d'avoir 2-3 niveaux de décision, de contrôle et d'attribution des crédits. Ce n'est plus viable. Je pensais avoir sauvé le confort de mon camarade en lui demandant l'issue de secours. Je pense que nous devrons le élitreiller. Encore une couche comme ça, et je ne réponds plus de rien. Tu veux dire un mot, Jean-Léonce, rapidement aussi? Alors, simplement pour prolonger la réflexion et pour avoir aussi un besoin de protection, simplement dire que si jamais les textes sur le cumul aboutissent, je ne pense pas que nous ayons besoin de 577 députés pour représenter le territoire, car 577 députés qui n'auront que le mandat de député pour exister, je peux vous dire, sur le travail, nous sommes 348 sénateurs, nous avons les mêmes textes de loi, nous avons les mêmes missions d'information, commissions, etc. Donc je pense qu'il y a lieu de poser la question du nombre de députés. Et je vais encore un petit peu plus loin, pour répondre peut-être à François. Je pense que du coup, évidemment, il y aurait lieu de diminuer le nombre de sénateurs. Et je ne serais pas choqué d'un système un peu à l'allemande où les représentants des grands territoires sont d'office effectivement siégeant dans la deuxième chambre. Merci beaucoup.